Nouveau sujet après votre retour de stage. Les historiens au Moyen-Âge, autrement dit, ce que l'on appelle l'historiographie du 5e au 15e siècle de notre ère. Alors, je vais m'intéresser en particulier aux historiens de l'Occident médiéval, mais je ferai quelques allusions aux historiens byzantins et peut-être un peu aussi vers la fin aux historiens musulmans qui vivent à la même époque pour que vous voyez s'il y a des convergences ou des divergences entre leurs traditions respectives. Voilà. Alors, vous vous souvenez peut-être qu'en première, dans mon cours d'histoire du monde grec et d'histoire du monde romain, je vous avais expliqué que parmi les sources dont les historiens actuels disposent, il y a évidemment les historiens de l'Antiquité classique, qui sont une source importante, à côté de tas d'autres sources épigraphiques, numismatiques, archéologiques, on utilise bien sûr les historiens. Vous vous souvenez de certains historiens certainement très célèbres, vous vous souvenez d'Hérodote, vous vous souvenez de Thucydide, peut-être de Xénophon, vous vous souvenez sans doute aussi pour le monde latin de Tite-Live, de Tacite, de Suétone, pour n'en citer que quelques-uns. Je ne suis bien entendu pas exhaustif ici. Cette historiographie était assez brillante. Mais ce qu'on appelle historiographie, c'est l'art d'écrire l'histoire. L'art d'écrire l'histoire. Donc c'est une discipline, l'art d'écrire l'histoire. Il y avait des historiens brillants que l'on étudie toujours dans le cadre des études d'enseignement secondaire. D'ailleurs, on étudie toujours Tite-Live, Hérodote, si on fait des humanités classiques. À la fois pour le contenu, mais aussi pour la manière dont ils écrivent. Ils écrivent parfois très très bien, pour certains d'entre eux, entre autres Tacite. Un style tout à fait typique et tout à fait admirable. Au IVe et Ve siècle de notre ère, donc j'avance un petit peu, c'est l'époque qu'on appelle traditionnellement le Bas-Empire. Cette expression de Bas-Empire devient de plus en plus désuète, obsolète, et le mot, l'expression qu'on utilise maintenant, c'est surtout celle d'Antiquité tardive. Comme ça, il n'y a pas de notion péjorative par rapport au haut empire qui marquerait l'apogée, au 1er et surtout au 2e siècle de notre ère, de la période romaine. Eh bien, pendant cette période-là, se met en place une historiographie d'un type nouveau. Parce qu'il y a un élément tout à fait nouveau, je dirais, dans l'histoire de l'humanité, c'est l'arrivée progressive dans la littérature du christianisme. Il y a des écrivains grecs et des écrivains latins qui sont chrétiens. Au IVe siècle, c'est une période tout à fait cruciale, et je vous renvoie également à votre cours de première. Constantin publie un édit de tolérance en 313 à Milan, qui permet à toutes les religions d'avoir pignon sur rue, si je puis dire, et ceci concerne en particulier et surtout le christianisme. À la fin du IVe siècle, Théodose le Grand, en 391, publie un autre édit, l'édit de Thessalonique, qui cette fois n'est plus un édit de tolérance, mais un édit qui officialise le christianisme comme seule religion officielle de l'État à l'exclusion de toutes les autres. Autrement dit, les historiens ne vont plus écrire une histoire telle qu'on l'écrivait dans l'Antiquité. Ils vont écrire une histoire différente. Parmi ces historiens, vous avez entre autres Eusèbe de Césarée. Eusèbe, je l'écris au tableau. Était évêque de Césarée. Césarée, bien évidemment César, Césarée. Donc en Orient, bien entendu. Il écrit une chronique universelle
qui part de la création et qui va jusqu'à son époque. Vous vous souvenez peut-être que lorsque nous avons étudié l'an passé l'histoire classique, eh bien, on n'écrivait pas des histoires du monde. Hérodote avait relaté ses voyages dans l'Empire perse, Thucydide avait tenté d'expliquer les causes et le déroulement de la guerre du Péloponnèse, deuxième moitié du 5e siècle avant Jésus-Christ. Plus tard, des historiens comme Tite-Live essayent d'écrire l'histoire de Rome, et là, c'est une démarche qui va un petit peu plus loin, il part des origines, en tout cas légendaires de Rome, hein, donc, il remonte à Romulus et Rémus, et il va jusqu'à son époque. Et puis alors, vous avez des historiens qui vont écrire l'histoire pratiquement contemporaine. Quelqu'un comme Tacite écrit l'histoire du 1er siècle de notre ère, l'histoire des empereurs, des turpitudes de Néron, par exemple. Suétone écrit des biographies des empereurs du 1er siècle. Voilà. Maintenant, étape nouvelle, je vous l'ai dit, on écrit des histoires de l'humanité. Entendons-nous bien, quand on dit l'histoire universelle, ça exclut, vous imaginez bien, tous les peuples qu'on ne connaît pas. On ne connaît pas l'Amérique, bien entendu, à ce moment-là, l'Afrique est inconnue, et l'Asie n'en est pas question non plus. Donc quand on dit l'histoire universelle, ça part d'Adam et Ève, donc ça part de Adam. Donc c'est de l'histoire sacrée, si vous voulez, l'histoire du peuple juif. Et puis, on continue en parlant des peuples d'Antiquité, connus. Ça concerne surtout les Grecs et les Romains, bien sûr. Un autre personnage, à cette époque-là, joue un rôle important, c'est Augustin. Saint Augustin, qui était évêque d'Hippone. Hippone, ça s'écrit comme ceci. C'est l'actuelle ville de Beaune, dans le nord-est de l'Algérie. Donc c'est pas très loin de la Tunisie. Alors Augustin, c'est un des pères de l'Église majeure. Il écrit un ouvrage qui s'intitule La Cité de Dieu, en latin, alors que Zèbe écrit en grec. La Cité de Dieu en latin, c'est Civitas Dei, en train de noter, la Cité de Dieu. Et j'étais trop vite, Quentin? Quel est le mot que tu veux? Non, ça va? Très bien. Et il divise l'histoire de l'humanité en 6 âges. Mais il part aussi d'Adam. Ce schéma, cette vision de l'histoire va être reprise dans toutes les chroniques universelles au Moyen-Âge. Donc c'est un genre littéraire, peut-on dire, que ces chroniques universelles, on va écrire comme, à la manière de, en ajoutant chaque fois, évidemment, le complément chronologique qui suit, évidemment, Eusèbe et Augustin. On va écrire des chroniques universelles pendant tout le Moyen-Âge. Donc pensez bien que Sigebert de Gengoulou, qui vit au XIIe siècle, lui, il complète la période qui suit. Donc il reprend les chroniques universelles qui précèdent, et puis il les résume, bien entendu, et puis il va jusqu'à son époque. Donc c'est chaque fois des compléments, des ajouts. Je ne vous apprends rien en vous disant que les 5e, 6e et 7e siècles sont des périodes de décadence de la littérature, de décadence de la civilisation, de la culture en général, au point que, au 6e siècle, un des derniers intellectuels, et on pouvait les compter sur les 5 doigts de la main, dans l'Empire romain, dans la partie occidentale, qui s'appelait Cassiodore, va
historiens qu'il considère comme essentiels, et il n'y en a que 10 parmi les historiens chrétiens. Et c'est ce fonds de 10 historiens, de cette dizaine d'historiens, qui constituera la base de l'historiographie médiévale. On avance vers l'époque carolingienne. L'époque carolingienne suit, comme vous le savez, cet âge quand même assez obscur. Obscur parce que l'on a très peu de sources, très peu de documents pour cette époque-là, en tout cas écrits. Sources archéologiques, mais on a très peu de documents écrits pour la période mérovingienne. La période mérovingienne couvre donc le 6e, le 7e et la première moitié du 8e siècle de notre ère. Pour vous donner des dates précises, Clovis devient roi en 481 et un de ses lointains successeurs est déposé, c'est Childebert III, est déposé par Pépin le Bref en 751. Donc vous voyez, ça fait un peu plus de 2 siècles et demi plus tard. Bien, cette période est très mal connue, hein, parce qu'on n'a presque pas de documents, vraiment, pas grand-chose, pour le 6e et le 7e siècle. Et puis vient l'époque carolingienne. Alors l'époque carolingienne, ce n'est pas une période particulièrement innovante, mais l'Empire carolingien se veut une renaissance de l'Empire romain. Le titre d'empereur avait disparu, pour l'Occident en tout cas, en 476. Vous vous souvenez certainement que le jeune empereur romain qui s'appelait Romulus Augustule avait été déposé par le chef des Hérules qui s'appelait Odoacre. C'était en 476, mais c'était purement, je dirais, un acte symbolique parce que l'empereur n'avait quand même plus rien à dire depuis longtemps. Mais symboliquement, c'est important, parce que c'était la fin de l'Empire romain d'Occident. L'Empire romain d'Orient, lui, perdure jusqu'en 1453, jusqu'à la chute de Constantinople. Et donc, Charlemagne, en 800, rétablit l'Empire en se faisant sacrer donc empereur à Rome par le pape. Léon. Charlemagne et son entourage veulent relever l'Empire, pas seulement dans sa dimension politique et même spatiale, mais veulent relever l'Empire également sur le plan culturel. Et c'est ainsi que, je vous ai dit, cette époque n'est pas très créative du point de vue de l'historiographie, mais c'est une époque où l'on va quand même chercher dans l'Antiquité ses modèles, et c'est comme ça que le biographe de Charlemagne, qui s'appelle Éginard, va écrire en latin une vie de Charlemagne. Je bouge pour Céline. Qui n'est rien d'autre que, non pas un plagiat, parce que ce serait quand même méchant pour Éginard, mais en tout cas qui prend pour modèle la vie d'Auguste, écrite par Suétone, 7 siècles plus tôt. Je vous ai expliqué tout à l'heure que Suétone avait écrit une vie des 12 Césars. Il partait de César, et alors il prenait les empereurs qui succédaient, donc il prenait les Julio-Clédiens, il prenait ensuite les Flaviens, donc d'abord les 4 empereurs qui se succèdent dans l'année 68-69, et puis les 3 Flaviens. Ça va? Il est arrivé à 12.
Mais cette vie nous intéresse beaucoup parce qu'on y trouve plein de renseignements sur Charlemagne lui-même, sur sa manière de gérer son empire, et sur le plan culturel également. C'est avant tout une histoire politique, on est bien d'accord. Un peu plus tard, au siècle qui suit, c'est-à-dire au IXe siècle, un petit-fils de Charlemagne qui s'appelle Nithard écrit l'histoire des luttes qui opposent les trois petits-fils de Charlemagne, ce qui va conduire, comme vous le savez sans doute, au traité de Verdun, de 843, les trois petits-fils qui se disputent après la mort de leur père, Louis le Pieux, en 840, qui était donc le fils unique survivant, en tout cas, de Charlemagne. Et donc, il décrit tout cela. C'est Nithard qui est à l'origine de la légende des rois fainéants. Vous savez, en tout cas, c'est à cette époque-là, au IXe siècle, qu'on met au point cette légende, selon lesquelles les rois qui précédaient les Pépinides, c'est-à-dire Pépin le Bref, étaient incompétents, étaient paresseux. C'est une légende, parce qu'il y a eu quelques grands rois mérovingiens. Il se fait que c'est le Regnum Francorum, c'est-à-dire le royaume des Francs, avait connu beaucoup de difficultés sur le plan politique, parce que chaque fois qu'un roi mourait, s'il avait des enfants, des enfants mâles qui survivaient, on partageait le royaume en autant d'enfants mâles. Il se fait que, ça je vous l'ai expliqué avant vos stages, que le problème était résolu partiellement par le fait que beaucoup d'enfants mâles mouraient peu de temps après leur naissance, parce que la mortalité infantile, en particulier chez les garçons, est importante, et que d'autre part, les assassinats à l'intérieur même de la famille des Mérovingiens étaient fréquents. Il y avait également des morts, je dirais, lors de batailles. Et c'est ce qui fait que ce royaume franc de Clovis ne s'est pas retrouvé après 2 siècles et demi divisé en 50, mais il n'était plus divisé qu'en 2 à un moment donné. Ça va? Parce que simplement, il y avait eu des morts, et puis chaque fois on récupérait la partie de l'héritage de son frère, de son cousin, et puis donc il y avait régulièrement des divisions et puis des réunifications. Ça va? Il n'y avait qu'un seul royaume, il y avait parfois 3 ou 4 rois qui avaient des parties de ce royaume. Ça va? Il y avait le royaume de Neustrie, le royaume d'Austrasie, le royaume d'Orléans, le royaume de Bourgogne, par exemple, d'Aquitaine. Mais en fait, il n'y avait qu'un royaume franc divisé, je dirais, par les enfants, par les cousins, s'il y en avait, qui s'attribuaient une part de l'héritage paternel, c'était du droit privé, ce n'était pas du droit public, si vous voulez. Mais officiellement, il n'y avait qu'un seul royaume franc, même s'il y avait 4 rois. Entendu? Bon. À l'époque de Charlemagne, je vous ai dit, pour Louis, le fils de Charlemagne, il n'y a pas trop de problème parce que c'est un enfant unique, mais alors là, il y a 3 petits-enfants, et là, ils vont se bagarrer, il y aura des alliances entre certains d'entre eux contre le frère aîné, et puis après, ils se mettent d'accord dans le traité de Verdun de 843, qui est essentiel parce qu'il va déterminer la frontière entre le royaume de France, plus tard, et l'empire allemand, et la frontière, ce sera l'Escaut. C'est ce qui explique que la Flandre sera française jusqu'au début du XVIe siècle, tandis que, quand on dit la Flandre, c'est le comté de Flandre, c'est pas toute la Flandre actuelle, tandis que tous les territoires qui se trouvent à l'est de l'Escaut, c'est-à-dire le Brabant, on prend entre autres la province d'Anvers, le Limbourg actuel, au Moyen-Âge on appelle le comté de l'Oise, sont en fait allemands, entre guillemets. Ils sont dans la vassalité du Saint-Empereur romain de la nation germanique. Et tous les Wallons, entre guillemets, pour faire l'anachronisme, étaient, entre guillemets, dans la mouvance du Saint-Empire romain de la nation germanique. Voilà. Donc c'est très important, ça a été Verdun,
c'est que cette légende des rois paresseux dont je vous parlais il y a quelques minutes va être reprise dans les manuels scolaires de la Troisième République au XIXe siècle. Et moi, je me souviens, quand j'étais enfant, j'apprenais encore que les Mérovingiens étaient des rois paresseux, puisqu'on les appelait les rois fainéants, on apprenait ça à l'école, alors qu'en fait, c'est une légende qui avait été mise au point 11 siècles plus tôt, ou 12 siècles plus tôt, vous imaginez, par des membres de l'entourage des empereurs et des rois francs. C'était quand même incroyable, donc le manque d'esprit critique. Je poursuis. Donc, cette période carolingienne du point de vue de l'historiographie, parce que je me limite à ce secteur-là, est une époque qui n'est pas spécialement créative, mais où on va rassembler dans les abbayes, dans les monastères, toutes les œuvres que l'on a pu retrouver de l'Antiquité, et à partir de ce moment-là, les abbayes, les monastères, même les chapitres de chanoines, vont donc constituer des réservoirs bien précieux. C'est à ce moment-là que se mettent également en place des scriptoria. Les scriptoria, c'est le pluriel de scriptorium, ça veut dire des ateliers d'écriture. Scriptoria. C'était une pièce, et vous avez peut-être vu le film Le nom de la rose, où l'on voit un lieu qui est un scriptorium, qui n'est pas la bibliothèque, c'est séparé, c'est à proximité, c'est autre chose, c'est pas la bibliothèque. Un lieu où vous avez tous des pupitres avec des livres qui sont même enchaînés, parce que ça coûtait très très cher. Vous imaginez les centaines d'heures de travail que l'on passait parfois pour écrire un manuscrit, parce que c'était écrit avec calligraphie, il y avait des miniatures, des enluminures, etc. C'était des produits de luxe. Et donc, il y avait des moines qui recopiaient à longueur de journée des livres. Alors, il ne faut pas trop critiquer ces moines, parce que ces moines ont participé à la diffusion et au maintien de toutes ces œuvres de l'Antiquité. Mais à côté de ça, évidemment, ils copiaient surtout des livres religieux. On ne passait pas le temps à recopier du Tite-Live ou du Tacite, entendons-nous bien, ou du Cicéron. Mais ils ont participé, en tout cas, au sauvetage de cette culture antique qui avait connu un véritable naufrage à la fin de l'Empire romain. On passe maintenant à l'époque que l'on appelle le Moyen-Âge classique. Vous savez, le Moyen-Âge classique succède traditionnellement, c'est une convention au Moyen-Âge, au Haut Moyen-Âge. Le Moyen-Âge classique va du XIe au XIIIe siècle. C'est l'époque sans doute la plus connue, la plus brillante du Moyen-Âge, au moins sur le plan économique et social. C'est l'époque où la population croît à une vitesse grand V, où l'économie est dans une phase A, c'est une phase de croissance continue, 11e, 12e et 13e siècle, puisque l'apogée, puis on passe souvent au Moyen-Âge, c'est une autre affaire dont je vous parlerai tout à l'heure. Alors, le moment clé, c'est la première moitié du XIIe siècle, pour vous donner des daterons, donc entre 1100 et 1150. En effet, le Xe et le XIe siècle avaient marqué une pause, voire un recul, si je puis dire, après l'époque carolingienne. Le Xe siècle est vraiment une période mal connue également, parce que c'est l'oral qui domine sur l'écrit. Alors, qu'est-ce qui explique que dans la première moitié du XIIe siècle, il y a un renouveau? En particulier, vous notez dans le domaine de l'érudition. Vous savez que l'érudition, c'est donc la recherche minutieuse des documents et la mise au point de méthodes, si je puis dire, qui permettent de s'assurer de la validité des informations. C'est un travail souvent ingrat, même s'il donne beaucoup de plaisir à certains. Le mot érudition est
vous savez que j'aime bien faire de l'étymologie, vient du mot érudis. Bon, c'est secondaire pour mon propos ici, mais comme ça vous le saurez. Donc, dans érudition, qui s'écrit en un mot, vous avez ex, ça va, et puis vous avez rudis. Ça va? Rudis, ça veut dire ordinaire en latin, et ex, ça veut dire celui qui sort de l'ordinaire. Donc, en érudit, c'est quelqu'un qui est original, qui est exceptionnel. Ça va? C'est de là que ça vient. Rudis, c'est un adjectif ici, bien sûr. Et ex marque l'origine ou l'exclusion. Alors, ces érudits, plutôt ces historiens, parce qu'on peut dire que ce sont des historiens, c'est une catégorie parmi les historiens, pourquoi, à partir de 1100, se met-il tout à coup à l'ouvrage? Il faut savoir que cette période-là, la première moitié du XIIe siècle, est marquée par plusieurs événements qui expliquent les recherches minutieuses qui sont faites par ces moines, parce que ce sont des moines qui travaillent. Il n'y a pas encore comment dirais-je, d'historiens laïcs à cette époque-là. Ce sont des ecclésiastiques. Les historiens travaillent dans les abbayes, dans les monastères. Il y a tout d'abord le fait qu'à cette époque-là, on est en plein dans la querelle des investitures. La querelle des investitures, qui avait débuté dans la deuxième moitié du siècle précédent, est un conflit entre le pape d'une part et l'empereur d'autre part. L'un et l'autre cherchant à s'arroger la suprématie dans ce monde féodal, pyramidal par conséquent. Quand je dis féodal, je veux dire féodo-vassalique, parce que c'est le côté vassalité sur lequel il faut insister ici. Le pape, tenant à investir lui-même les évêques au moment de leur accession à leur propre pontificat, je parle du pontificat épiscopal ici, je ne parle pas du pontificat du pape. Parce que pour un évêque, on parle également de pontificat. Pontifex, en latin, ça veut dire tout simplement un prêtre. Et le pape n'est rien d'autre que le grand prêtre. Il est Pontifex Maximus. Comme l'étaient les empereurs romains d'ailleurs. Si vous allez sur la place Saint-Pierre et que vous regardez en face de vous le fameux bâtiment où se trouve la basilique, vous savez, ce bâtiment en Renaissance, et vous allez voir la mention du pape qui a terminé la façade, c'est un pape Borghese, les Borghese c'est une grande famille italienne à cette époque-là, et vous allez voir qu'il est marqué Pont Max, Pontifex Maximus. Il y a beaucoup de bâtiments, entre autres, si vous allez à la fontaine de Trévi, très connue, vous savez, on jette des petites pièces pour avoir du bonheur dans sa vie, la belle fontaine où Anita Albert et Marcello Mastroianni avaient joué. Eh bien, vous allez voir qu'il est marqué également Pont Max. Donc, il y a plein de bâtiments à Rome, des fontaines, etc., où il est marqué Pont Max. Donc, ça, c'est le pape. Mais un évêque est pontife également. Ça va? Donc, je reviens à ce que je disais il y a quelques instants. Donc, le pape voulait se réserver l'investiture des évêques au moment de leur accession à leur fonction, mais l'empereur également. Et finalement, on est arrivé à un compromis. En 1122, c'est le concordat de Worms, en Allemagne, 1122, concordat par lequel le pape et l'empereur finalement se mettent d'accord sur savoir comment cette investiture va se faire. Il faut savoir qu'il y avait beaucoup d'évêques qui étaient des princes territoriaux. Par exemple, le prince-évêque de Liège, il était évêque, mais il était prince en même temps. Il y avait beaucoup de princes archevêques le long du Rhin, Cologne, Mayence, par exemple.
Et donc, il se met d'accord sur le fait que c'est l'empereur qui va investir sur le plan matériel l'évêque, et sur le plan spirituel, ce sera le pape. Et donc, ils vont se répartir, je dirais, les objets lors de l'investiture, la crosse, l'anneau, pour bien désigner, voilà, tu investis par moi en tant qu'empereur pour ta fonction politique, et tu investis par moi, pape, pour ta fonction de pasteur, hein, de bon berger pour tes fidèles dans ton évêché, dans ton diocèse. Voilà. Alors vous allez me dire, mais pourquoi je vous parle de tout ça? Eh bien, on a mobilisé évidemment les moines dans les abbayes pour savoir qui et sur quelle base historique allait pouvoir donner cette investiture. Donc vous voyez qu'un conflit juridique amène des recherches historiques. Deuxième élément, c'est qu'à cette époque-là, ça va durer encore pendant le Moyen Âge, mais le XIIe siècle est quand même un moment particulièrement important. Lorsqu'une abbaye veut, ou l'Église d'une manière générale, veut affirmer ses droits sur une terre qui lui a été donnée à un moment donné, eh bien, elle doit retrouver les rétroactes, c'est-à-dire les actes juridiques qui prouvent qu'elle possède bien cette terre qui lui a été donnée à un moment donné. Donc, il faut que ces moines se mettent en chasse plutôt, pour retrouver ces documents juridiques. Quand ils n'en trouvent pas, ils font des faux, d'ailleurs. Ce sont des historiens un petit peu particuliers qui, alors, ils ne prétendent pas évidemment que le document qu'ils sont en train de faire est le document de l'époque, mais ils disent que c'est une copie d'un document ancien qui lui a été perdu. Donc le XIIe siècle est une période particulièrement fertile pour la constitution de faux. Mais pour faire des faux, il faut être érudit. Mais il faut des historiens encore plus érudits pour, depuis le XVIIIe, le XIXe et surtout le XXe siècle, on puisse déceler les faux. Hein, voir qui a et comment on a falsifié. Alors on compare toutes les données que l'on a, les dates, hein, où tel abbé était en place, tel roi était en place, si les dates concordent, etc. Et puis c'est un objet de critique historique pour pouvoir voir, mais est-ce que c'est pas un faux? Ça c'est un peu bizarre, est-ce que c'est pas une abbaye qui essaie de justifier une possession, hein, qui a fait rédiger un faux à ce moment-là. Alors, autre élément, c'est en Angleterre. Il faut savoir que en 1066, lorsque Guillaume le Conquérant bat le roi Harold à la bataille d'Hastings, dans le sud de l'Angleterre, hein, pas loin des côtes, on comprend, puisqu'il débarquait, il venait d'Angleterre, de France, c'est-à-dire de Normandie, pour battre ce roi saxon. Et il a fallu, c'était une civilisation quand même qui était assez riche, hein, cette civilisation saxonne à ce moment-là. Il a fallu reconstruire un monde nouveau. N'oubliez pas que les Saxons parlent une langue de type germanique, tandis que Guillaume le Conquérant, lorsqu'il arrive, il parle le français de l'époque, mais il parle le français, c'est un descendant d'un viking, mais la langue scandinave originelle avait complètement disparu, c'est-à-dire le danois, et il parlait français. Et donc c'est une aristocratie d'origine française qui va dominer un peuple saxon, parce que l'aristocratie sur place est décimée, elle perd toutes ses terres, et on reconstruit véritablement une nouvelle société. Presque clé sur porte, Guillaume le Conquérant arrive avec un système féodal tout près, hein, comme une usine que l'on vendrait au Koweït ou dans un pays d'Afrique, et il arrive avec la pyramide féodale, il est au sommet de cette pyramide féodale, et tous
les personnages qui se trouvent en dessous de lui sont ces grands barons français, normands, qui vont dominer la population. Donc c'est un autre monde, vous imaginez, hein, c'est comme lorsque les Belges ou les Français sont arrivés en Afrique, au Congo ou ailleurs, et ont supprimé une civilisation et en ont installé une autre. On n'a pas complètement éradiqué d'autres civilisations, on est bien d'accord. Lorsque les Espagnols sont arrivés en Mésoamérique, et voilà, tous les dieux, toutes les institutions des Aztèques, des Mayas, des Incas ont disparu au profit de cette administration coloniale. Et donc là, il a fallu recréer une histoire. Quand je parle d'histoire, je parle de littérature, ici, de littérature des historiens, complètement également, pour légitimer le nouveau pouvoir. Et donc il y a des historiens qui sont mis en charge, qui ont eu la mission d'écrire l'histoire de l'Angleterre. N'oubliez pas que l'Angleterre, d'ailleurs c'est tellement évident qu'on oublie parfois, mais il faut le dire à vos élèves, Angleterre, ça veut dire la terre des Angles. Hein. Les Angles, qui étaient un peuple germanique, qui était arrivé au 5e siècle de notre ère, donc en Grande-Bretagne. Et donc il va falloir revoir l'histoire qui avait été écrite au 7e siècle de notre ère, à l'époque saxonne, justement, par Bède le Vénérable. Il avait écrit une Historia Anglorum. Bède le Vénérable. C'est le seul grand historien, si je puis dire, du 7e siècle, puisque je vous ai dit que c'est une période assez obscure, en tout cas dans la région mérovingienne, et que la culture, à cette époque-là, on ne la trouve pas justement. Hein, une petite parenthèse en montant dans le passé maintenant. Hein, la culture, on ne la trouvait pas dans le royaume des Francs, l'époque mérovingienne, on la trouvait essentiellement dans des régions périphériques, en Angleterre avec Bède le Vénérable, ou à la même époque d'ailleurs, avec Isidore de Séville, hein, qui écrit une grande encyclopédie, qui était aussi un historien. Hein, parce qu'à cette époque-là, l'Espagne connaissait une civilisation extrêmement riche. Ça va ? Au début du 7e siècle. Au début du 7e siècle, c'est encore l'époque, petit rappel, des rois wisigoths. Hein. Donc, il faut attendre le 8e siècle pour que Tariq débarque en Espagne, venant du Maghreb, hein, batte le roi wisigoth et établisse une civilisation musulmane et, comment dirais-je, fasse de l'Espagne une prolongation, si je puis dire, de l'empire musulman. Alors, je reviens maintenant au XIIe siècle. Donc, je vous ai déjà donné deux éléments. Je vous ai déjà dit qu'il y avait tout d'abord la querelle des investitures. Je vous ai parlé également que c'est une époque particulièrement importante parce que l'on cherche à justifier des possessions pour les abbayes. Je vous ai parlé de cette civilisation en Angleterre qui doit être reconstruite sur de nouvelles bases. Voilà, ce sont trois éléments. Et alors, il y a un autre élément qui va être important, mais alors là, pas tellement pour l'édition, mais pour l'histoire en général, ce sont les croisades. La première croisade aboutit, je dis bien, parce qu'il y avait une première croisade en 1095, menée par Pierre l'Ermite, pauvre malheureux qui était parti avec des fourches, etc. Le petit peuple s'était fait complètement massacrer, c'était même arrivé en Terre Sainte. Et c'est la première croisade aboutie, c'est celle de Godefroy de Bouillon, hein, qui arrive en 1099 donc à Jérusalem et qui bat non pas les Arabes, mais les Turcs, parce que les Arabes avaient été eux-mêmes évincés par les Turcs peu de temps auparavant. Donc, ce sont les Turcs Seljoukides. Les Turcs ottomans, c'est plus tard, hein, c'est 13e, 14e siècle. Et les croisades vont susciter une littérature historique importante. Vous
imaginez, on est en pleine période de croissance démographique en Europe. On ne peut pas partager à l'infini les terres aristocratiques. Et donc, pour éviter un morcellement à l'infini, la solution pour les cadets de famille, c'était quoi? Parce qu'il y avait le droit d'aînesse. C'était de se retrouver, on leur trouvait un job, en général, excusez-moi l'expression, dans l'église, parce que là, ils étaient censés ne pas faire des enfants, donc ne pas avoir des héritiers. Alors, quand vous étiez un seigneur important, vous essayiez d'en faire un abbé d'une abbaye, c'est-à-dire un père abbé, hein, ou éventuellement un chanoine, ou un évêque, dans le meilleur des cas. Il y avait une autre solution. Pour les cadets, c'était de partir à l'aventure. Le Far West de l'époque, c'est la Terre Sainte. Donc on ne partait pas en Amérique pour trouver des terres, on partait là où il y avait des terres, c'est-à-dire en Orient. Mais terres qu'il fallait conquérir. La justification officielle, c'est qu'on allait libérer, bien sûr, les terres saintes, c'est-à-dire les lieux où Jésus avait vécu plus de 1000 ans auparavant. Mais dans les faits, vous comprenez bien que c'est un exutoire utile, nécessaire, pour éviter éventuellement des guerres civiles en Europe occidentale, des guerres fratricides, si je puis dire. Donc on trouve un exutoire tout à fait naturel à ce moment-là, et vous avez des armées entières qui se forment et qui partent, avec des nobles, mais aussi de la piétaille, qui partent là-bas en Terre Sainte. Et alors vous imaginez, c'est la découverte d'un univers tout à fait nouveau, un univers exotique. Vous imaginez l'Orient, vous vivez en Europe, vous êtes habitué aux églises, il n'y a pas encore de cathédrale à ce moment-là, elles viendront plus tard, il y a des cathédrales, mais qui ne sont pas celles, pas les cathédrales gothiques, qui n'apparaîtront qu'à partir de la deuxième moitié du XIIe siècle, et surtout au XIIIe siècle. Vous avez des églises, vous avez des champs, etc. Et puis vous partez à l'aventure, vraiment comme si c'était le Far West. Vraiment le Far West. Ils arrivent en Terre Sainte, ils rapportent évidemment, soit ils s'installent, soit ils reviennent, mais en toute hypothèse, ils ont des tas de choses à raconter, ces croisés. Évidemment, ça va nourrir une historiographie particulière, celle des croisades. Pensez bien que parmi ces récits, il y en a qui sont intéressants du point de vue de l'historien actuel pour les faits objectifs qui sont mentionnés, mais il y en a d'autres qui appartiennent à l'imagination pure et simple, parce qu'au contact de l'Orient, c'est une toute autre civilisation qui se met en place, qui intervient, et donc ce sont des récits souvent fabuleux, si je puis dire, qui sont très intéressants du point de vue de l'histoire des mentalités, par exemple, parce qu'ils nous informent sur les mentalités de l'époque, et de cette, cette confluence entre deux civilisations. N'oubliez pas que quand vous êtes en troisième, vous avez un chapitre qui s'intitule « Le monde méditerranéen, la rencontre de trois civilisations, la chrétienté, le catholicisme, l'islam et l'orthodoxie ». Donc autrement dit, Rome, Byzance et, à cette époque-là, c'est Bagdad, c'est plus Damas. Donc essayez de profiter de ce que je vous dis ici, parce que c'est à ce moment-là que se fait, en tout cas, un moment crucial de la rencontre entre ces trois civilisations. Oui, je vous dis trois. Jusqu'à présent, je vous ai parlé principalement de la chrétienté et sur la bande un petit peu de l'islam maintenant, mais il ne faut pas oublier qu'il y a quand même l'Empire romain d'Orient qui existe toujours à ce moment-là. Alors, dans l'Empire romain d'Orient, la langue, c'est le grec. C'est le grec, c'est pas le latin. Le latin étant la langue savante, bien entendu, c'est la langue des moines. On écrit en grec. À la différence de l'Occident médiéval, le grec est une langue parlée. Ce n'est pas une langue savante. Dans la rue, les gens parlent le grec. Ce qui n'est pas le cas des paysans de France ou d'Allemagne ou d'Angleterre à ce moment-là qui parlent leur langue locale. Donc les gens parlent.
il y a une continuité donc entre, l'atmosphère est tout à fait différente, entre l'Antiquité et l'Empire byzantin, alors il y a une discontinuité sur le plan culturel quand même assez grande, pas complète, vous savez, il n'y a jamais eu de rupture entre l'Empire romain d'Occident et le Moyen-Âge. Bien sûr, il y a des continuités indubitables, en particulier sur le plan politique institutionnel, mais sur le plan culturel, c'est vrai qu'il y a une véritable rupture, enfin une quasi-rupture, quasi je dis, hein, pas complète, à l'époque mérovingienne, à l'époque des âges obscurs. Tandis que dans l'Empire byzantin, pas du tout. Il y a une continuité, puisque cet empire n'a jamais disparu. C'est toujours l'Empire romain, d'ailleurs, l'empereur de Byzance, le Basileus. Il ne se définit pas comme... il est officiellement un roi, enfin Basileus, empereur des Romains. C'est son titre jusqu'en 1453. Il ne dit pas des Byzantins, il dit des Romains, il ne dit pas des Romains orientaux. C'est Basileus Tone Romanion, c'est-à-dire le Basileus. À l'origine, c'est le roi, mais clairement, là, c'est l'empereur. Hein, donc, c'est l'empereur des Romains, jusqu'en 1453. Et tenez-vous bien, quand les Turcs, ottomans cette fois, vont occuper l'Empire byzantin, eh bien, le sultan d'Istanbul, cette fois, va légitimer son pouvoir en mettant dans sa titulature le fait qu'il est l'empereur des Romains lui aussi. En arabe ou en turc, romain, ça se dit les Roumis. Et on utilise encore le mot Roumi, hein, pour dire en étranger d'ailleurs, en Orient, dans les pays arabes. Alors, dans cet empire d'Orient sur le plan historiographique, romain d'Orient sur le plan historiographique, il y a évidemment, je dirais, cette rupture, mais entendons-nous bien, ce n'est pas une rupture culturelle où il y a presque un blanc pendant 2 siècles et demi, comme dans la partie occidentale de l'Europe, mais il y a une rupture qui est celle du christianisme quand même, c'est une révolution. Et donc on va écrire pendant tout le Moyen-Âge des chroniques à la manière d'Eusèbe, des chroniques universelles en grec, Eusèbe lui-même, je vous l'ai dit tout à l'heure, écrit en grec, mais comme en Occident, et en cela il y a une convergence, on écrit des vies de saints, de la même manière hein, que dans les abbayes. Ces vies de saints, vitae sanctorum, dans la partie occidentale de l'Empire. Ces vies de saints qui sont d'ailleurs une source précieuse pour, et un des rares moyens qui permettent d'atteindre la période mérovingienne, parce qu'on a beaucoup écrit justement à cette époque-là de vies de saints. Mais on n'a que ça pour la période mérovingienne, pratiquement on n'a que quelques actes de rois, on peut les compter sur les 10 doigts de la main, vous savez, les actes des rois mérovingiens. Mais dans les vies de saints, on peut essayer de découvrir, je vous l'ai déjà dit, quelques éléments concernant la vie socio-économique. Donc on écrit beaucoup de vies de saints. Donc dans l'Empire romain d'Orient. Il y a même au Xe siècle un empereur qui s'appelle Constantin Porphyrogénète, je l'écris au tableau, Constantin Porphyrogénète, oui Constantin je crois bien écrit, hein, Porphyro, qui écrit la vie d'un de ses prédécesseurs au Xe siècle, donc Constantin Porphyrogénète, un de ses prédécesseurs qui s'appelle Basile. Porphyrogénète, il y a 2 mots grecs là-dedans, c'est celui qui est né dans la pourpre, c'est-à-dire dans le rouge. La pourpre, c'est la couleur des empereurs. Donc, quand vous avez accolé au nom d'un nom d'empereur byzantin Porphyrogénète, parce qu'il y en a plus d'un qui s'appelait Porphyrogénète, c'était même un titre que l'on avait dès sa naissance, ça voulait dire que vous étiez né dans la pourpre, ça veut dire que vous n'étiez pas un usurpateur, vous n'aviez pas assassiné votre prédécesseur, et vous n'étiez pas arrivé là à la suite d'un meurtre quelconque. Vous étiez tout à fait légitime, parce que vous étiez, dès votre naissance, vous étiez dans un berceau rouge, qui était la couleur de l'Empire. Ça va? Vous étiez tout à fait légitime. Porphyrogénète. Et bien, Constantin Porphyrogénète écrit donc l'histoire d'un de ses prédécesseurs qui s'appelle Basile.
Mais je vais revenir à l'Occident, puisque je vous dis que je ne faisais que quelques petites intrusions du côté de l'Empire byzantin et du côté de l'islam. Autant la première moitié du XIIe siècle est l'époque des érudits, où l'érudition fait de très grands progrès, autant le XIIIe siècle va être l'époque des historiens témoins de leur temps. Autrement dit, ils écrivent dès le XIIIe siècle, au XIVe siècle aussi d'ailleurs, avec des gens comme Froissart, l'histoire de leur temps. Ce ne sont plus... Vous savez, un érudit, il n'écrit pas vraiment d'histoire. C'est quelqu'un qui rassemble des documents, qui essaie de les vérifier, qui accumule des tas de renseignements divers, mais ce n'est pas quelqu'un qui pense véritablement à la matière qu'il a sous la main. Ce n'est pas un imbécile, hein. Je n'ai pas dit que c'était un petit rond de cuir dans un ministère, hein. Je n'ai pas dit ça. Il ne faut pas être du tout vexant, les érudits sont indispensables à l'élaboration, à la construction d'histoire. Mais un érudit, s'il n'est qu'érudit, eh bien, il ne va pas très loin. Tandis qu'un historien, c'est quelqu'un qui, sur base d'informations solides, en tout cas à l'heure actuelle, ce n'est pas à cette époque-là, essaie de voir, de donner du sens et d'établir des liens entre les événements pour voir le fil continu de l'histoire. Il essaie de comprendre les causes et conséquences, ce que ne fait pas un érudit au sens strict du terme. Donc, je vous ai dit, c'est surtout une époque d'historiens témoins de leur temps, XIIIe et XIVe siècle. On peut commencer tout de suite par certains historiens des croisades. Hein. Pensez à Villehardouin, seigneur champenois, je crois même qu'il était sénéchal de Champagne, si mes souvenirs sont bons, et qui écrit l'histoire de la 4e croisade. Alors la 4e croisade, c'est une croisade qui n'est pas très propre. Enfin, aucune croisade n'est propre, hein, ceci dit, entendons bien, on les comprend en partie. Mais les croisades étaient destinées à libérer les lieux saints, théoriquement, la Palestine. Or, très rapidement, certains ont trouvé que ces croisades pouvaient être l'objet d'un profit juteux. Ils sont donc partis, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, pour des raisons démographiques, économiques, mais à un moment donné, il y a des puissances d'argent qui se sont mêlées de cela, et en particulier les Vénitiens. Les Vénitiens qui avaient des rapports avec Byzance depuis longtemps, mais surtout avec lesquels ils étaient en concurrence sur le plan du commerce international, du commerce maritime. Et les Vénitiens ont été les bailleurs de fonds de cette 4e croisade. Donc ils ont engagé des tas de gens qui n'étaient pas des Vénitiens, des tas de chevaliers venant dans différentes régions d'Europe, en particulier de France, de Germanie. Et ils sont partis en fait, non pas pour délivrer les lieux saints, mais pour faire la guerre aux Byzantins. Et c'est ainsi que 1204 est une date majeure dans l'histoire de Byzance, parce que c'est le moment où se produit le sac de Byzance, de Constantinople, par les croisés latins. Donc c'est une lutte fratricide entre chrétiens. Donc ce n'est pas un conflit, une croisade qui est destinée à récupérer des terres au Proche-Orient sur les partisans d'une autre religion. Ce sont des frères chrétiens qui vont s'entretuer. Et ça va marquer évidemment une rupture psychologique importante, je dirais, entre l'Occident et l'Orient. Donc pendant près de 70 ans, un empire latin de Constantinople va s'installer sur les rives du Bosphore, parallèlement à un empire byzantin qui continue à fonctionner, qui se trouve sur la rive orientale du Bosphore. Donc ce sont deux empires latins d'Orient mais concurrents. Et après 70 ans,
par les Byzantins eux-mêmes, et c'est une nouvelle dynastie qui se met en place à Byzance, une dynastie forte, mais c'est la dernière, en tout cas ce sont les derniers feux de la civilisation byzantine, avec la dynastie des Paléologues. Ça va, la dynastie des Paléologues. Si vous voulez. Ça va? C'est le nom d'une dynastie, hein, Paléologue, ici. Voilà. Alors, dans la même veine que Villehardouin, vous avez un autre historien qui traite, qui fait l'histoire de cette quatrième croisade, c'est Robert de Clary. Robert de Clary, qui lui est un petit seigneur picard. Donc vous voyez que dans les deux cas, qu'il s'agisse de Champagne ou de Picardie, ce sont des gens qui vivaient plutôt dans le nord de la France. Pendant tout le Moyen-Âge, le problème majeur qui se pose, c'est celui de savoir comment établir la hiérarchie des autorités. À l'heure actuelle, et je vous en ai donné d'ailleurs quelques notions, avec la critique externe, la critique interne, vous vous souvenez, critique de provenance, critique d'interprétation, critique de crédibilité, critique de sincérité, à cette époque-là, les historiens communiquent avec difficulté, parce qu'on n'a pas les mêmes moyens de transport, on n'a pas... c'est un monde très cloisonné, il faut se dire. Il y a des gens, bien sûr, on communique, mais il faut marcher pendant des jours, il faut utiliser un cheval, et ça prend énormément de temps. Il n'y a pas de fax, il n'y a pas d'internet, il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas un système de publication qui nous permet de trouver dans toutes les librairies très rapidement ce qui se publie dans le sud de la France. Voilà, tout de suite, quand il y a les prix littéraires au mois de septembre ou au mois d'octobre en France, le lendemain, il y a des bandes rouges qui se trouvent, qui annoncent le prix Goncourt, le prix Médicis, le prix de l'Académie française, etc. À cette époque-là, c'est pas ça, il faut des mois, voire des années pour l'information. Donc, problème essentiel, c'est celui de la hiérarchie des sources. Je vous viens de vous expliquer que la communication est très difficile, que les historiens, ou plutôt ces érudits, vivent pratiquement tous en vase clos, chacun dans son abbaye, que ces moines produisent des copies d'un certain nombre d'œuvres, mais ces copies, elles coûtent très cher, elles circulent, mais elles n'existent pas en grand nombre, et que par conséquent, ils doivent se donner à eux des critères qui pour nous semblent inacceptables, parce que nous sommes dans une civilisation, en tout cas dans notre pays, où la notion de libre examen est essentielle quand on fait de la critique historique. Mais pour cette époque-là, ce n'était pas possible, ce n'était pas encore dans l'air du temps. Je vous rappelle ce que c'est que le libre examen. Le libre examen, qui est d'ailleurs une idée clé, qui se trouve dans l'article 1, sauf erreur de ma part, des statuts de l'Université de Bruxelles, c'est que on refuse tout argument d'autorité. Donc, on ne doit pas avoir d'a priori. Quand on se pose des questions, il ne faut pas avoir préalablement dans sa tête une grille avec des idées toutes faites qui conduira inévitablement à ce que votre lecture sera orientée. Alors, ça peut être des dogmes religieux. Vous vous dites au départ, puisque c'est Dieu qui a créé la terre, etc., mais notre destin est fixé. Je fais bref ici. Ça peut être également un dogme idéologique comme le marxisme. La lutte des classes explique tout. Donc, quand j'ai des documents historiques devant moi, inévitablement, je ne peux voir que la lutte des classes, et j'oublie tous les autres éléments, et mon point de vue n'est pas objectif, puisque j'ai déjà la solution avant de commencer à travailler. Donc, à la limite, vous avez votre grille, et dans les documents, vous ne faites que mettre dans des cases, dans les cases, tout ce qui est préalablement établi, si vous voulez. Donc, l'agencement est déjà là. Vous cherchez des matériaux, mais la maison est déjà construite. Vous n'avez plus que les meubles à mettre. Quand vous venez avec une vision idéologique et religieuse, marxiste, libérale, ou écologique, ou tout ce que vous voulez. Donc le libre examen, c'est essayer de se détacher de ces a priori, et pour essayer de voir n'importe quel sujet avec un regard nouveau. Ça va? On
n'a pas la solution avant de commencer à chercher. Alors, cette notion de libre examen, elle naît au XVIe siècle avec le protestantisme, qui refuse, avec Luther en particulier, puisque c'est lui qui met au point cette notion de libre examen, lui et Melanchthon en particulier, ses collaborateurs, cette notion de libre examen, selon laquelle on ne va plus suivre ce que dit le Vatican, et c'est pas parce que c'est le Vatican qui dit qu'il faut acheter des indulgences et que ces indulgences vont vous permettre effectivement d'accéder au paradis si vous les achetez, ça vous permet d'avoir des bons sur l'avenir, si je puis dire, des intérêts qui viendront après votre mort, eh bien il dit mais c'est pas possible. Il n'y a pas seulement que le côté vénal, qui paraît assez évident, qui paraît inacceptable d'un point de vue moral, c'est aussi que c'est pas parce que le Vatican dit que c'est vrai. Et à un moment donné, Luther il va balayer, et les réformateurs vont balayer tous les commentaires qui ont pu être faits au Moyen-Âge sur la Bible, etc., en disant que la seule source de vérité, ce sont les évangiles, et tous les commentaires qui ont été faits par la suite, ils n'ont pas à être des dogmes, ils n'ont pas à être obligatoires. On peut les lire, mais avec un œil critique. Tandis que jusqu'à la Renaissance, il n'est pas question, dans le monde chrétien, de contester ce qui a été dit par Thomas d'Aquin, par Albert le Grand, par Augustin. Non, c'est dit, donc c'est coulé dans le bronze. On ne pouvait pas mettre en question ça. Tandis qu'à partir de la Réforme, à partir du protestantisme, on se dit il n'y a qu'une seule source, ce sont les paroles de Dieu qui se trouvent dans les évangiles, parce que Dieu, là, on ne le met pas en cause. C'est une étape. Évidemment, plus tard, il y aura, à l'époque des Lumières, on va même remettre en cause, au XIXe siècle, ce qui se trouve dans les textes bibliques. Bien entendu, à l'époque de Spinoza, par exemple, on va dire, non, c'est dans la Bible. Quand on dit que c'est Moïse qui a écrit le Pentateuque, les 5 premiers livres qui se trouvent dans l'Ancien Testament, on doit avoir un regard critique. C'est pas possible que Moïse ait écrit ça. Voilà. Ça, c'est au XVIIe siècle. Mais c'est dans la lignée du protestantisme, tout ça, même si Spinoza est un juif. Il va se faire exclure de sa communauté à Amsterdam. Les juifs étaient orthodoxes à cette époque-là, si je puis dire, sans mauvais jeu de mots. Voilà. Donc, au Moyen-Âge, on doit trouver des critères. Et comment trouve-t-on les critères? Ce sont des critères d'autorité, justement. Justement, ce sont des critères d'autorité. Quand vous avez deux sources qui sont contradictoires pour dire celle-là est meilleure que l'autre, eh bien on va dire quel est le père de l'Église qui est plus important que l'autre? Quel personnage est plus important que l'autre parce qu'il a plus d'autorité? Parce qu'on le trouve chez tout le monde, il est repris par tout le monde. Évidemment, c'est inacceptable du point de vue de la critique historique aujourd'hui, ça. Mais à cette époque-là, c'est le critère. Si Thomas d'Aquin ou Augustin ou Eusèbe de Césarée dit que, eh bien on le suit. Et c'est un vrai critère pour eux. Mais alors, ça nous paraît incroyable, mais pour autant, remarquez que c'est quand même un progrès. Ça veut dire qu'on ne choisit pas n'importe quoi, il y a quand même un critère. Donc c'est un progrès par rapport à la situation où, c'est un petit peu, faites votre choix un petit peu comme au marché. Il y a quand même un critère. Donc ils ont la notion du critère, qui est un critère qu'on n'accepte plus maintenant, critère d'autorité, mais c'est quand même un critère. Donc vous voyez que ce n'est pas n'importe quoi quand même. Donc il ne faut pas jeter la pierre à ces historiens du Moyen-Âge. Ils veulent quand même avoir des balises, des points de repère, des bouées auxquelles se rattraper. Mais évidemment, nous sommes en pleine époque dominée par une idéologie qui est le christianisme. On ne peut pas remettre ça en cause, sinon on se retrouve sur le bûcher. Voilà. Donc c'est un petit peu, c'est une idéologie totalitaire, on peut le dire au Moyen-Âge. Il y a Raoul Valégen qui a écrit il y a 5 ans un petit bouquin, 2005, là-dessus, qui explique dans un de ses livres que le christianisme au Moyen-Âge, c'est un petit peu comme le communisme de Staline au XXe siècle. C'est une idéologie totalitaire. On ne peut pas s'en écarter. Mais d'ailleurs, la libre pensée n'existe pas, vous savez, à cette époque-là. Les gens qui s'écartent un petit peu du chemin sont toujours des chrétiens, ils croient tous en Dieu. Les hérétiques, ce ne sont pas des athées, ce sont des chrétiens déviants. Mais ce sont toujours des chrétiens, ce ne sont pas des athées. Il y a Lucien Febvre, un professeur français qui est décédé en 1956 maintenant, qui a expliqué dans un livre le problème de l'incroyance au XVIe siècle, que l'athéisme n'est pas possible au sens où nous l'entendons au XVIe siècle, parce que ce n'est pas dans les mentalités, ils n'ont pas l'outillage mental à cette époque-là.
l'athéisme, au sens où nous l'entendons, n'interviendra que très faiblement au XVIIe siècle, et surtout au XVIIIe siècle. Là, il y a des gens qui se disent athées dans le sens où nous l'entendons, comme le baron d'Holbach, par exemple, hein, ou d'Alembert, ceux qui sont à l'origine des Lumières, si vous voulez. Voltaire n'est pas athée. Hein. Ça va? Voltaire, il croit en Dieu, c'est un déiste. Donc il faut attendre la deuxième moitié du XVIIIe siècle pour avoir des athées au sens moderne. Voilà. Donc vous voyez que cette notion d'avoir, ce besoin d'avoir un critère est quand même une étape qu'on ne peut pas négliger, même si elle nous paraît assez primitive, même si nous y opposons complètement à l'heure actuelle. Ce n'est pas parce qu'un tel a dit quelque chose que nous le croyons à l'heure actuelle. Ce n'est pas parce qu'un tel est chef de l'État, je dirais surtout parce qu'il est chef de l'État, qu'on va le croire. Nous, on a un esprit critique qui est assez affûté, de plus en plus d'ailleurs, hein, pour les hommes politiques. Hein, vous savez. À la limite, on a un a priori négatif quand certains parlent. Ce qui n'est pas normal non plus, parce qu'on peut imaginer que de temps en temps, il y a du vrai dans ce que disent les hommes politiques quand même. Hein. Mais pour beaucoup de gens, ils se disent, ben oui, il le raconte, donc ben voilà, il pense à sa clientèle sur le plan électoral, il y a des élections communales l'an prochain, donc voilà, il joue son cinéma pour avoir des voix, pour avoir du pouvoir. Bon, c'est très bien que dans la population soit critique, ceci dit, hein. Donc, moi, je ne veux pas... Mais quelque part, il faut se dire, ben voilà, il faut faire la part des choses, se dire, ben oui, il y a peut-être ça, il y a peut-être du vrai, il est peut-être sincère partiellement, parce qu'il y croit peut-être vraiment, même si parallèlement, il joue son jeu électoral. Voilà, mais ça, c'est tout le rôle de l'historien. Il faudrait que ça passe d'ailleurs dans les classes d'enseignement secondaire, progressivement avoir de l'esprit critique. Hein, de ne pas gober tout ce qu'on vous raconte, bien entendu, mais il ne faut pas refuser tout ce qu'on vous raconte non plus, parce qu'il y a peut-être du vrai et du faux. C'est apprendre à discriminer, ne pas tout rejeter en bloc. Bon, j'étais en train de vous parler de ça. Alors maintenant, on avance vers le bas Moyen-Âge maintenant. Le bas Moyen-Âge, c'est donc cette époque du XIVe et du XVe siècle qui a une connotation assez péjorative. Sur le plan économique, certainement entre le milieu du XIVe et le milieu du XVe siècle, c'est l'âge que l'on appelle, et que vous avez peut-être déjà enseigné, l'âge des calamités, hein, l'époque de la peste, l'époque de la famine, l'époque des guerres de 100 ans en particulier en Europe occidentale, en France. Mais dès la fin du XIIIe siècle, les choses vont mal. Hein, c'est le début où il y a des révoltes populaires dans les villes, en Italie en particulier, au début du XIVe siècle en Flandre et tout. C'est une époque de conflits sociaux aussi. Hein. C'est ça qui est le plus important. Le XIVe siècle, c'est une époque de grands conflits sociaux. Hein. Le soulèvement populaire dans les villes, dans les campagnes également, en France, en Italie, en Flandre, qui fait partie à ce moment-là de la France, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. En Angleterre, hein, en 1381. Voilà. Alors maintenant, sur le plan culturel, eh bien, c'est une époque qui est intéressante sur le plan historique. Donc, il n'y a pas, je dirais, d'opposition. Donc, vous voyez que la culture ne suit pas toujours le même chemin que le contexte dans lequel elle s'inscrit. Au contraire, toutes ces calamités suscitent des vocations d'historiens. La guerre de 100 ans va conduire à la publication de chroniques. Quand je dis publication, ce n'est pas encore publication imprimée, bien sûr, il faut encore attendre un siècle, mais entre autres celle de Froissart, pendant la guerre de 100 ans. Froissart, c'est écrit comme ceci. Les conflits entre les grands féodaux, et en particulier entre les ducs de Bourgogne et les rois de France, vont susciter également une littérature abondante. Je pense en particulier aux mémoires de Philippe de Comines. Alors là, on s'approche vraiment de la fin du Moyen-Âge, hein. 15e siècle, Philippe de Comines, qui va changer de camp, qui était d'abord au service du duc de Bourgogne, et puis qui passe au service du roi de France. Il passe de Charles le Téméraire à Louis XI. D'ailleurs, en Bourgogne, il y a même une fonction qui est créée d'historien officiel qu'on appelle celle de indiciaire.
indiciaires. Ce sont les historiens, indiciaires c'est comme ceci, indiciaires, au masculin singulier, indiciaires. Et c'est à cette époque-là que, au bas Moyen-Âge, donc 14e, 15e siècle, que l'histoire qui auparavant était entre les mains des ecclésiastiques va se séculariser. Notez bien ce nom, séculariser. Autrement dit, de plus en plus de laïcs vont écrire l'histoire. Donc l'histoire ne sera plus un monopole des moines des abbayes, pour résumer, et de plus en plus d'écrivains séculiers vont écrire de l'histoire. Le mouvement part d'Italie, avec Villani, qui naît à la fin du XIIIe siècle, Giorgio Villani. Je crois que c'est Giorgio Villani. Florence. Et vous allez avoir des chroniques qui vont être écrites dorénavant par des laïcs. Dès le XIIIe siècle, mais là ce sont encore des ecclésiastiques, les rois de France, donc c'est l'époque de Saint-Louis, vont commander la rédaction d'une grande chronique du royaume de France. Une grande chronique du royaume de France. Cette chronique va être poursuivie, et ce sont donc des historiens ecclésiastiques au départ qui vont écrire cette chronique pour, et on comprend, mais pour célébrer les hauts faits des rois de France, ce qui permet de légitimer leur pouvoir. Je n'irai pas plus loin pour l'historiographie occidentale parce que j'ai fait précédemment une leçon que vous pouvez voir sur le site, sur le serveur de l'école, consacrée à l'historiographie du XVe au XVIIIe siècle. Autrement dit, à partir du XVe siècle, c'est une toute nouvelle époque qui commence avec cette histoire, cette historiographie sécularisée, écrite par des laïcs, et il y a un événement majeur, bien entendu. C'est qu'à partir du milieu du XVe siècle, vous avez un nouveau diffuseur, c'est l'imprimerie. Et là, ça va changer toute la donne. À partir du moment où vous allez pouvoir tirer à près de 2000 exemplaires vos écrits, grâce aux presses, vous imaginez la diffusion que ça va avoir. Ce ne sont plus des copistes qui vont recopier, comme jadis, sur du parchemin. À partir du XIIIe siècle aussi sur du papier, mais vous imaginez, le parchemin, ça coûte horriblement cher. C'est des peaux de veau, des peaux de bœuf. Vous imaginez combien de peaux de bœuf il faut avoir pour sortir un manuscrit. Vous imaginez, je ne dis pas que c'est des troupeaux entiers, mais quasiment. Avec la peau d'un bœuf, mais vous ne faites pas beaucoup de pages, d'autant plus que c'était des infolios, c'était des grands volumes comme ça. Voilà, donc on ne fait pas beaucoup de pages avec ça. Et puis le temps que ça prenait. Alors grâce, d'une part, à l'invention, diffusion du papier à partir du XIIIe siècle, et grâce à l'imprimerie à partir du milieu du XVe siècle, vous allez pouvoir avoir une diffusion beaucoup plus importante des historiens. Au XVe siècle, puisque nous arrivons à la fin de l'aspect historiographie occidentale, et puis je vous donnerai un petit mot sur l'historiographie musulmane à cette époque-là aussi, la culture historique est beaucoup plus importante que précédemment. En effet, depuis le XIIIe siècle, vous avez des classes nouvelles qui apparaissent, en particulier les bourgeois dans les villes, des commerçants, des artisans, et le haut du gratin de ces classes commerçantes ou d'artisans au niveau des corporations cherchent à justifier eux-mêmes le pouvoir qu'ils occupent dans les villes. Ils cherchent à retrouver leurs propres racines, et ça va susciter également des vocations. Donc, le besoin crée l'organe, comme vous savez, Darwin qui l'a dit, et par conséquent, l'offre va suivre la demande.
Donc, des historiens vont pouvoir trouver un emploi à ce moment-là, puisqu'il y a une demande de la part de ces classes nouvelles. Le XVe siècle, qui marque ce tournant avec l'histoire humaniste, que j'ai décrite par ailleurs, est marqué aussi par deux événements qui me semblent importants. C'est que les bibliothèques deviennent publiques de plus en plus. Donc, il y a des bibliothèques dans les villes aussi. On a des historiens qui travaillent, ont accès de plus en plus à des ouvrages. Et d'autre part, on voit la création des premières bibliothèques personnelles. Donc, il y a des historiens, on a des listes comme ça, des inventaires après décès, qui nous permettent de savoir que, eh bien, il y avait des écrivains qui avaient plusieurs livres chez eux. Il n'y avait pas de bibliothèque privée avant. Donc, pour nous, ça nous paraît peut-être évident d'avoir 50 ou 100 livres chez soi, ou plus. Mais à cette époque-là, ce n'était pas le cas. Ceci dit, vous savez qu'en Belgique, il y a une enquête récente qui a montré que un Belge sur 5, j'exclus évidemment les enfants, etc., qui ne sont pas pris en compte dans cette enquête, un Belge sur 5 n'a pas un seul livre à domicile. Évidemment, pour moi, ça me paraît assez effarant, mais moi qui vis au milieu des livres, qu'en ai plusieurs milliers à mon domicile, mais il y a donc encore, à l'heure actuelle, un Belge sur 5 n'a pas un livre, vous imaginez. Et on considère comme grands lecteurs en Belgique ceux qui lisent 10 livres par an. C'est quand même un petit peu... Enfin, moi, évidemment, pour moi, c'est un autre univers, parce que moi, je ne suis pas comme ça. Mais donc, vous imaginez, 10 livres par an, on considère que c'est un grand lecteur. Mais ce qui m'inquiète, c'est de voir qu'il n'y a pas assez enfin, on dit souvent qu'on n'a pas le temps, mais assez de volonté de lire aussi chez beaucoup de mes étudiants. C'est-à-dire qu'il ne faut pas toujours dire qu'on n'a pas le temps, on a plein de travail, etc. Parfois, quand on prend des vacances, pas lire spécialement des ouvrages savants, mais lire des romans. Il y a d'excellents romans qui permettent quand même de pouvoir mieux s'exprimer aussi, parce que plus on lit, et plus il est facile d'écrire, et plus il est facile de s'exprimer oralement. Je pense que pour un professeur, c'est important. Donc lisez des romans, si des ouvrages d'histoire vous ennuient, à grosse dose en tout cas, lisez des romans, très important. Des romans historiques, c'est à mi-chemin entre les deux. Voilà. Alors donc, à ce moment-là, on commence à avoir des bibliothèques personnelles. La première grande bibliothèque en France, je dirais, outre celle des abbayes qui existait déjà, c'est celle mise au point qu'a constituée Charles V le Sage, donc au milieu, pendant la guerre de 100 ans, enfin, justement, la période de son règne n'est pas marquée par la guerre de 100 ans, mais donc dans la deuxième moitié du XIVe siècle. La guerre de 100 ans va de 1346, je crois, jusqu'à 1456, si mes souvenirs sont bons. Mais l'essentiel, c'est de savoir que c'est dans la deuxième moitié du XIVe siècle que Charles V décide d'avoir une politique systématique d'achat de manuscrits, puisqu'il n'y a pas encore de livres imprimés à cette époque-là, et il se constitue une bibliothèque énorme, qui est la base de la Bibliothèque nationale de France aujourd'hui. Ce qui va permettre également à cette bibliothèque d'acquérir de très nombreux ouvrages, c'est l'instauration du dépôt légal par François Ier. Je crois que c'est en 1534, du ça de mémoire. Donc François Ier instaure le dépôt légal. Donc ça veut dire que tout éditeur en France, c'est l'époque de l'imprimerie, aura l'obligation de déposer au moins un exemplaire à la bibliothèque qu'on appelait royale à l'époque, en fait c'est la Bibliothèque nationale. Donc ça veut dire que toute la production en France, tout ce qui est publié en France, à partir de la première moitié du XVIe siècle, se trouve à la Bibliothèque royale, qui est une bibliothèque publique. Quand vous pensez qu'en Belgique, on a instauré le dépôt légal que vers 1967, quelque chose comme ça, 64 je crois. Donc vous imaginez, on a attendu donc 4 siècles, plus de 4 siècles après la France pour avoir un dépôt légal. Ça veut dire que si vous cherchez des livres à lire, vous aurez beaucoup plus de choses en France, pas parce que c'est un pays plus grand, qui a plus de moyens financiers, simplement parce qu'ils ont tout à la Bibliothèque nationale depuis le XVIe siècle, tout ce qui est publié en France, tandis qu'en Belgique. On aurait pu l'instaurer quand même dès l'indépendance en 1830. On a attendu le règne de Baudouin Ier, ce qui est quand même un peu tardif. Voilà.
Alors, je vous avais dit que je ferais un petit détour par l'historiographie musulmane au Moyen-Âge. Ce sera très bref. Retenez simplement que, contrairement à ce qu'on a dit souvent, cette historiographie n'est pas complètement différente de l'historiographie occidentale et surtout de l'historiographie byzantine qui est voisine. En effet, la culture musulmane est l'héritière au même titre de la culture antique que l'Europe occidentale et que Byzance. Je voudrais que vous le notiez parce que c'est très important. L'islam, ce n'est pas une civilisation purement orientale. Elle est l'héritière en grande partie de la civilisation grecque. Et vous savez certainement, ne fût-ce que par le cours de philosophie que j'ai donné l'année passée, que vous avez suivi, que c'est par les Arabes qu'Aristote nous a été connu au Moyen-Âge. La plupart des grands philosophes grecs ont été traduits du grec en syriaque, du syriaque en arabe. Le syriaque, c'est une langue sémitique, hein, c'est pas l'arabe. En arabe et d'arabe en latin. Donc nous devons beaucoup aux Arabes. Donc les Arabes ont emprunté beaucoup à la civilisation grecque. Beaucoup. Et on oublie ça. On considère toujours que l'islam c'est un autre monde. Mais c'est un monde un peu hybride, l'islam. Ce sont quand même nos frères, qu'on le veuille ou non. Ce ne sont pas des gens qui vivent sur une autre planète. On a des liens étroits sur le plan culturel qui remontent à l'Antiquité. Dès le 7e siècle, vous savez que Mahomet meurt en 632, ces paroles vont être consignées dans des recueils. Les paroles de Mahomet, ce sont ce qu'on appelle les hadiths. Hadith, au singulier ici, hadith. H-A-D-I-T-H. Et c'est quoi les hadiths? Ce sont donc tout ce que Mahomet est censé avoir dit. Là aussi va se poser un problème, si je puis dire, pas de critique historique au sens où nous l'entendons, mais exactement comme en Europe occidentale, le problème de savoir quels hadiths va-t-on retenir. Est-ce qu'ils sont tous vrais? Parce qu'on en a des milliers. Or, Mahomet n'était pas un bavard à ce moment-là, il parlait beaucoup, d'accord, mais il y a des tas de hadiths qui sont attribués au prophète. Et donc, il a fallu distinguer pourquoi on va choisir celui-là plutôt que celui-là. Quand on a des milliers de documents devant soi, il faut choisir. Et donc, là aussi, va se poser donc, le problème du critère. Et c'est le critère d'autorité qui, comme en Occident, va primer. Donc, vous voyez qu'il y a un parallèle évident là. C'est le critère d'autorité. Comme tel auteur en parle, on va le prendre. Tel autre auteur, il est moins important dans la hiérarchie des autorités, on ne le prend pas. Donc, ce n'est pas simplement une compilation que vous allez avoir dans ces recueils. Il y a quand même un choix qui est opéré. Donc, de nouveau, ça peut nous paraître primitif, mais c'est quand même un progrès. On ne prend pas tout et n'importe quoi. Il y a quand même un esprit critique, même si ce n'est pas le nôtre. Voilà. Alors, je ne vais pas développer, parce que ça prendrait, ce sera un cours en soi. Retenez que dans le Moyen-Âge musulman, qui n'est pas du tout un Moyen-Âge pour eux, parce que pour eux c'est l'apogée, c'est l'âge d'or. Hein, l'époque de Damas, l'époque des Abbassides, et l'époque des Omeyyades d'abord, et puis des Abbassides, c'est l'âge d'or. Hein. Pour les Arabes, c'est la période qui va du 7e siècle au 13e siècle, qui est l'équivalent de notre Renaissance, si vous voulez. Pour eux, le Moyen-Âge, c'est ce qui suit le 13e siècle. C'est l'époque des Ottomans. À ce moment-là, l'islam s'enfonce dans une période obscure sur le plan culturel, en tout cas pour les régions arabes. Donc, ce n'est pas du tout la même chose. Bon. Donc, maintenant, sur le plan de l'historiographie elle-même, beaucoup d'historiens accordent de l'importance, je dirais, à l'agrément, que l'on trouvait déjà dans l'Antiquité, mais on n'a pas ce même travail d'érudition chez les historiens. Parce que les hadiths,
En fait, ceux qui font de la critique sur les hadiths ne font rien d'autre que de l'exégèse, comme on le faisait en Occident, de l'exégèse sur la Bible. Mais les hadiths, ce n'est pas de l'histoire en tant que telle, ce sont les paroles du prophète, qui sont censées être éternelles, valables pour tous les temps. Il y a quand même un historien que je vais vous citer pour la toute fin du Moyen-Âge, qui vit au XIVe siècle, c'est un historien tunisien. C'est le grand historien musulman du XIVe, enfin du Moyen-Âge, qui s'appelle Ibn Khaldoun. Je vais l'écrire ici. Ibn Khaldoun. Alors il écrit une histoire universelle tout à fait traditionnelle, je vous le dis tout de suite. À la manière de Zèle de Césarée, de Silbert de Jean-Bou, c'est très médiéval, c'est très classique dans le sens, c'est pas innovant. Toutefois, cet historien tunisien fait précéder son histoire universelle, sa chronique universelle, de prolégomènes. Les prolégomènes, ça veut dire tout simplement introduction, prolégomènes. Dans lesquels plutôt il développe un programme tout à fait intéressant qui annonce, si je puis dire, déjà Vico, hein, cet historien, juriste, sociologue napolitain du XVIIIe siècle, qui publie en 1725 une Scienza Nova, c'est-à-dire une science nouvelle, une philosophie d'histoire, si vous voulez, qui annonce même Auguste Comte, ou même Voltaire. Mais ce n'est qu'un programme que lui-même n'applique pas dans son œuvre. Ce programme, c'est l'idée que l'histoire ne doit pas s'intéresser seulement aux faits militaires et aux faits politiques, elle doit s'intéresser à l'économie, doit s'intéresser également à la société, doit s'intéresser aux arts, doit s'intéresser aux mœurs, aux mentalités. Donc, il a une vision de l'histoire qui est une vision assez moderne finalement, une histoire qui veut s'intéresser à tout, rien ne doit être laissé sur le côté. L'histoire, ce n'est pas seulement l'histoire des élites, c'est l'histoire de tous finalement. Voilà. Je vais vous montrer maintenant quelques livres pour terminer. Alors, un ouvrage fondamental dont je me suis servi pour préparer cet exposé, alors, de Bernard Guéné, Histoire et culture historique, s'il vous plaît, dans l'Occident médiéval, publié chez Aubier-Montaigne, donc en 80. C'est un ouvrage très très important sur le sujet, qui a été écrit par celui qui fut mon maître à la Sorbonne, organisé pendant 2 ans, et dont, voilà, je peux même vous montrer, que je crois avoir, oui, la dédicace qu'il m'avait faite à l'époque, il y a 30 ans, donc à Jean-Michel Dufay, avec tous mes vœux de fructueux travail. Voilà, donc c'est un grand historien français médiéviste. Alors, cet ouvrage avait été préparé par un recueil d'articles qu'il avait publié à la Sorbonne, Politique et histoire du Moyen-Âge. Au Moyen-Âge plutôt. Au Moyen-Âge. Sous sa direction, Études sur l'historiographie médiévale, publie également à la Sorbonne, le métier d'historien au Moyen-Âge. Alors, dans la même optique, ses élèves ont publié l'historiographie en Occident du 5e au 15e siècle, en 1980. De Benoît Lacroix, qui est un ecclésiastique canadien, l'historien au Moyen-Âge, publié par Vrin, les éditions de Vrin, Place de la Sorbonne. Alors, d'Emilio Mitre Fernandez, Historiographie et mentalité historique dans l'Europe médiévale, c'est un ouvrage en espagnol. Il lit donc l'historiographie à un cadre plus général qui est celui des mentalités. Alors, un recueil très intéressant, c'est que ça,
Un recueil très intéressant publié par un Tchèque, écrivain en allemand, c'est un recueil qui regroupe toute une série de chapitres et d'articles sur l'usage de l'histoire au Moyen-Âge. Cet ouvrage s'intitule « Passé vivant, tradition au Moyen-Âge et dans les présentations du Moyen-Âge ». Ça a été publié par Belot. Alors, collègue, Naissance de la Nation de France, par Colette Beaune aux éditions Gallimard, c'est sa thèse. Elle travaille sur la construction d'une idéologie patriotique en France depuis le XIIIe siècle, depuis le bas Moyen-Âge, et les 70 premières pages sont consacrées justement à l'étude des historiens comme constructeurs de cette vision patriotique et cette construction de l'État moderne. Alors de Jean-Marie Meuglin, Les ancêtres du prince, propagande politique et naissance d'une histoire nationale en Bavière, 12e, 15e siècle. Il s'intéresse en fait à toutes ces généalogies princières qui sont destinées à légitimer le pouvoir des ducs bavarois. Alors un ouvrage en espagnol de Francisco Rico, Alphonse le Sage et son histoire générale, publié chez Ariel. Oui, Alphonse le Sage, donc c'est Alphonse X, qui est un contemporain de Saint-Louis, donc de Louis IX, deuxième moitié du XIIIe siècle, qui a lancé une histoire générale de l'Espagne. On trouve parallèlement, aussi à cette époque-là, là c'est Alphonse de Portugal, qui publie une chronique, une histoire du Portugal. Alors, de celui qui fut mon maître à l'ULB, Maurice Arnould, Historiographie de la Belgique, un ouvrage qui date de 1947. Alors, je vous ai apporté 3 petits livres d'historiens. En 1018, Grégoire de Tours, Histoire des Francs, qui est écrit au VIe siècle, donc une bonne cinquantaine d'années, une bonne soixantaine d'années après la mort de Clovis, l'histoire des Francs jusqu'à son époque. Il était évêque de Tours. Il était très cultivé, mais c'est un ouvrage de propagande. Hein. Alors, Joinville, Histoire de Saint-Louis, donc ça c'est l'historien. Ah oui, je ne vous ai pas parlé de Joinville, c'est le biographe de Saint-Louis, qui lui est contemporain, c'est un de ses amis, et Villehardouin, la conquête de Constantinople en Garnier Flammarion. J'ai dit.